Connaissez-vous un seul DIRCOM et marketing qui puisse se targuer d'être garde-dragon en plus de son métier? Eh bien, grâce au décodeur de la communication, vous allez faire connaissance avec Stéphane Ribeiro, qui dirige la communication et le marketing de Calais XXL, de la Compagnie du Dragon et du musée 3945 qui se situe, et évidemment vous l'avez compris, à Calais. Durant cette première partie d'épisode, Stéphane va évidemment vous parler de ce fameux dragon. Je vous rassure, il n'en a pas la garde au quotidien, mais vous verrez, c'est un magnifique atout de communication, et ce, en version XXL. Par ailleurs, il vous parlera de son quotidien qui est sacrément chargé, si je puis m'exprimer ainsi. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et le Pas-de-Calais, que je connais depuis quelques semaines, s'avère finalement beaucoup plus surprenant qu'il n'y paraît. Stéphane en est un magnifique représentant, lui qui vient pourtant de l'Est. Très très bonne écoute et vous comprendrez comment un dragon peut booster l'attractivité d'un territoire qui de prime abord est plus connu pour la jungle que pour ses magnifiques paysages entre terre et mer. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Stéphane. Salut Laurent, tu vas bien? Eh ben écoute, ça va très très bien. C'est plutôt à toi que je dois demander ça puisque tu as la chance d'être en vacances. Allez, fais-nous rêver Stéphane. Où es-tu en vacances? Es-tu parti loin et tu restes en France? Alors, j'ai pas été très original. Je suis à Lille, je suis pas très loin de là où je suis habituellement. Mais c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien avec le soleil, ça marche aussi. Alors, j'imagine que dans le Nord, il fait beau parce qu'il faut que nos auditrices et auditeurs le sachent. Tu diriges la communication, le marketing de la Compagnie du Dragon depuis 6 ans, mais aussi, toujours au même poste, de Calais XXL et du musée de la mémoire de 3945, la Seconde Guerre mondiale, depuis 1 an et demi pour Calais XXL et le musée. Bon, dis donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que Stéphane est dans le Pas-de-Calais et non pas dans le Nord, et que tu vas de l'autre côté, tu vas te vendre dans le 59. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Stéphane, mon Dieu? Oui, alors c'est vrai que ça fait beaucoup et en fait, au départ, j'ai rejoint ma moitié à Lille, ce qui explique que je suis à Lille, la plupart du temps aussi. Mais oui, j'œuvre pour l'autre côté, pour le 62, mais après c'est vrai que c'est une région qui est magnifique, donc il y a beaucoup à dire sur les 2. Alors si c'est l'amour, ça se respecte au plus haut point. Bon, je veux juste dire que entre le 62, c'est-à-dire le Pas-de-Calais, et le 59, le Nord, pour nous qui sommes parisiens ou ailleurs, il y a toujours une petite guéguerre, un peu, très habituelle finalement, avec notre magnifique pays de Gaulois. Donc ça se tape un peu sur la tête, mais si c'est l'amour qui réunit le 59 et le 62, tout cela se respecte. Bon, bref, j'ai assez parlé. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Je te propose d'axer l'épisode sur tes 3 fonctions. D'abord la Compagnie du Dragon, puisque c'est celle où tu travailles depuis 6 ans maintenant. Ensuite, évidemment, sur Calais XXL, qui est extrêmement important, et tout cela s'imbrique. Et puis, on terminera avec le musée de la mémoire, parce que je suis un passionné d'histoire. Plutôt la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale étant extrêmement difficile pour des raisons, comment te dire, bon, bref, c'est absolument dégueulasse, le nazisme, il n'y a pas d'autre terme. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, je me tais, je te laisse te présenter en quelques mots. Et puis après, on rentre dans la Compagnie du Dragon, parce que alors là, vous allez totalement rêver, c'est absolument incroyable. Allez, je me tais. Oui, c'est des gros morceaux. C'est vrai que pour Calais XXL, depuis 1 an, c'est la trajectoire qui permet de prolonger pour moi. En fait, ce que je faisais à la Compagnie Dragon, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai été recruté à la Compagnie Dragon en 2019, qui m'a amené à travailler à l'attractivité en fait du territoire de Calais, pour commencer, qui est déjà une belle ville, autour de l'arrivée d'une machine monumentale pour réinventer l'image de la ville. Chemin faisant, en travaillant sur l'attractivité, depuis l'année dernière, c'est à l'échelon de l'agglomération, donc les 14 communes qui composent l'agglomération Grand Calais Terre et Mer, que j'ai eu la chance de relever le défi, de gérer le marketing et la communication, de la refonte complète de la marque de territoire qu'on a construite tous ensemble, avec beaucoup d'ateliers, un processus collaboratif un petit peu colossal pour le territoire, qui m'amène depuis à gérer la marque Calais XXL, qui fait la promotion de l'ensemble du territoire. Donc, j'arrive pour l'attractivité d'abord, pour une belle et grande aventure culturelle, et je suis aujourd'hui avec un territoire de 14 communes
dans lequel on a aussi, parce qu'il était aussi en gestion par l'Office du tourisme, qu'on a repris le musée Mémoire 39-45, une pièce absolument dingue, en plein cœur de Calais, face à l'hôtel de ville que tout le monde visite. C'est un énorme bunker, le plus long de construction allemande en Europe, et qui aujourd'hui permet aux devoirs de mémoire, en fait, qu'on a aménagé. Il y a une vingtaine de salles qui permettent de retracer, en fait, les conflits. Alors toi qui viens de l'Est, je lâche, tu vois l'information. Et tu es arrivé, tu as rejoint ta moitié à Lille dans le nord, donc tu as traversé la France. Bon, j'exagère un peu, hein. En tout cas, tu as fait une grande diagonale. Ouais, tu as fait une belle diagonale. Une belle diagonale du fou. Justement, toi qui arrives de l'Est, tu as bossé en tant que directeur artistique au Luxembourg, mais on parlera après de ton parcours, parce que tu es graphiste de formation, tu es un créatif de formation. Lorsque tu arrives dans le nord, tu te dis, ok, j'y vais pour de la culture. Tu as eu débouche sur l'attractivité d'un territoire. Allez, on va le dire, et c'est peut-être un peu présomptueux de la part d'un Parisien comme moi et qui a vécu dans le sud-ouest et dans l'ouest de la France, en Bretagne. Nous toutes et tous, on pense à Calais, on pense à la jungle. Et on se dit pas que c'est une ville qui est entre guillemets attractive. Il y a une super mère dont je me souviens plus du nom, Natacha, comment elle s'appelle ? Natacha Bouchard, ouais, tout à fait. Voilà, qui est une femme extrêmement dynamique. Elle est toujours mère à Calais ? Oui, absolument. C'est elle qui est à l'origine de mon recrutement, hein, pour ne rien cacher au départ, et toutes ces équipes qui ont monté le projet d'abord de faire arriver un dragon. Donc c'est un processus long, hein. Moi, je suis arrivé à la fin de ce processus. Donc oui, c'est une ville qui avait besoin, en tout cas, de réaffirmer sa réalité. C'est-à-dire que oui, c'est une ville frontière, évidemment, mais ce n'est pas que ça. Et en termes d'attractivité et de marketing territorial, c'est vrai qu'il y avait besoin d'un outil qui permettait justement aux gens qui ont cette image comme tu peux la voir, de dire oui, mais attendez, faut peut-être aussi un peu ouvrir l'horizon et voir un petit peu les trésors qui se cachent sur le territoire. Et en fait, je suis artisan de ça depuis 2019. Et c'est vrai que la volonté politique locale, elle est particulièrement orientée pour aider à réinventer le territoire. Ça, c'est clair. Eh bien, on va saluer Natacha Bouchard. J'en ai toujours eu une très, très, très belle image de cette dame qui se bat, et je trouve très brillant de sa part, justement, de faire comprendre que Calais n'est pas qu'une ville frontière. Bon, ça, c'est des histoires politiques d'Europe. Bon, c'est assez surprenant avec nos amis anglais. On va les saluer quand même. En plus, j'ai vécu là-bas. Puis on les aime bien, malgré tout, au moins pour leur musique. Mais au-delà de ce fait, je trouve très intéressant le fait que Madame Bouchard ait décidé justement de relancer l'attractivité. Alors, d'abord, c'est quoi ? C'est le dragon qui relance la chose pour faire penser à autre chose qu'une jungle ? C'est ça ? Alors, c'est pas seulement juste un outil pour, entre guillemets, refaire de l'image. Faut savoir que les machines, c'est une histoire qui commence en 94 sur le territoire, donc ça sort pas de nulle part. 94, c'est un gros épisode. Alors on va resaluer nos amis britanniques, mais c'est l'inauguration du tunnel sous la Manche. Donc chantier du siècle colossal qu'on inaugure avec des figures géantes. Le géant tombé du ciel, avec une compagnie qui s'appelle Royal Deluxe à l'époque, où un certain François de la Rosière officie, qui montrera sa compagnie plus tard, La Machine, à l'origine du dragon. Et c'est une histoire comme ça où tous les spectacles de géants, de machines géantes ont eu lieu à Calais. Et vient en 2016 un spectacle particulier, donc au cœur de cette période un peu mouvementée pour le territoire, où le maire et François de la Rosière tablent sur l'idée d'imaginer un projet définitif à l'image de ce qui se fait à Nantes. Donc un vrai projet d'attractivité qui puise sa source dans une histoire véridique, l'histoire locale en fait. Donc oui, c'est réinventer l'image, mais c'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme réaffirmer, parce que ça a toujours été là. Et c'est quelque chose qui vient redonner aussi une fierté aux habitants, puisque c'est leur culture, en fait. C'est depuis 94, depuis 30 ans, 31 ans maintenant, il y avait un territoire où on pouvait faire ça, c'est celui-là, parce que les habitants connaissent ça par cœur et sont les premiers ambassadeurs de ce genre de projet, en fait. Donc ça veut dire, très concrètement, que ça fait partie de l'ADN des Calaisiens, ces machines, que ça n'est pas finalement une espèce de, allez, je sais pas comment dire, mais un objet histoire de penser à autre chose qu'à la jungle de Calais. Ça faisait partie de la culture maison depuis plus de 30 ans, enfin aujourd'hui plus de 30 ans. Nantes vous a copié, entre guillemets, les Calaisiens, ou est-ce que c'est d'abord Nantes et ensuite il y a eu Calais ?
Alors c'est rigolo, je te donne une anecdote après à ce sujet, mais pour bien te répondre d'abord, non, il y a pas de copie. En fait, pour vraiment refaire tout le contexte, François de la Rosière a travaillé chez Royal Deluxe. C'était l'instigateur de toutes les machines un peu monumentales qui se cachaient dans les spectacles de Royal Deluxe et au départ, c'est une compagnie de théâtre qui va dans le monde entier, qui joue des spectacles éphémères dans le monde entier. François de la Rosière, en montant la machine, en a fait sa marque de fabrique. Ils ont joué à Ottawa, à Pékin, vraiment partout, sur les cathédrales aussi en France, à Reims notamment, et à Calais. Il a joué tous ses spectacles à Calais. Et en 2007, Nantes a toujours accueilli les ateliers de la compagnie de la machine. Et en 2007, l'éléphant est inauguré et augure le début de la grosse aventure des machines de Lille. Donc finalement, c'est le fief de la compagnie de théâtre qui construit toutes ces histoires. Et Calais en a eu un bout en tant qu'éphémère depuis 94 et en définitive seulement en 2019. Donc, on va dire que c'est des trajectoires un petit peu parallèles. Mais tu peux le dire, Stéphane, le cœur est calaisien pour cette entreprise et cette magnifique structure. On est d'accord? Bah oui, en fait, c'est là que l'anecdote, elle est tombée. Tu me fais la transition parfaite. C'est-à-dire que l'éléphant à Nantes, souvent tout le monde dit oui, mais le dragon, c'est nantais. Alors oui, effectivement, c'est de fabrication nantaise, mais il faut savoir que sur les flancs de l'éléphant de Nantes, on a des fenêtres, en fait, qui arborent le corps de l'éléphant, qui sont tout droit dessinées de la façade de l'hôtel de ville de Calais. Et là, je sais que je vais en citer plus d'un en disant ça. J'invite tous ceux qui ont le carnet de croquis original parce c'est l'objet collector de tous les fans. Donc, l'éléphant de Nantes est inspiré de la façade de la merveilleuse mairie de Calais et vice versa. Le dragon, lui, nous vient des ateliers nantais. Donc oui, il y a une vraie part calaisienne en tout cas dans l'histoire des machines et de François de la Rosière. Oui, c'est clair. Alors, ce qui veut dire qu'à terme, à mon avis, vous serez jumelé avec Nantes. Bon, j'exagère. Mais pourquoi pas? Écoute, on peut soumettre l'idée. Hein. Ça serait une bonne chose. En plus, 2 femmes qui sont mères, Johanna Roland à Nantes, que j'apprécie, et Madame Bouchard. Donc, encore une fois, 2 nanas de caractère. Et je ne crois pas qu'elles aient les mêmes bords politiques, mais peu importe. À un moment, la politique, c'est aussi penser aux Français et aux gens qui sont dans leur ville. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce dragon? Parce que, comprenez bien, chers auditrices, auditeurs, je vais mettre un lien parce qu'il n'y a rien de plus beau. Puis on voit François de la Rosière qui va en parler dans une vidéo que j'ai vue sur la chaîne YouTube. Mais ça n'est pas quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que toute la machine, tout le côté technique, il n'est pas du tout caché, si j'ai bien compris. Hein. C'est bien ça, Stéphane? Oui, tout à fait. En fait, la particularité du travail de la machine, c'est de s'inspirer du vivant sans jamais le copier exactement, pas de mimique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le mouvement. Le secret de François, c'est d'aller chercher le mouvement dans les espèces animales qui nous entourent. Et donc, pour faire ce mouvement, il faut de la technique. Donc oui, les machines, elles ont un lourd travail à porter, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir un mouvement qui est semblant de vérité. C'est ça qui crée la notion de oui. En fait, effectivement, la machine n'est plus une machine, mais un animal réel. Et donc, on voit les mécanismes. Et c'est un équilibre entre la technicité des 60 personnes qui ont travaillé à la construction du dragon, mais entrevoir l'animal vivant. Alors, je dévoile le secret, dragon, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais il faut pas le dire trop fort. Donc il est inspiré de plein d'espèces animales. Il a une queue de scorpion, il a des cornes de rhinocéros. On voit toute sa colonne vertébrale qui laisse penser aussi à des dinosaures. Il est le mélange de plein d'espèces et on laisse entrevoir les vérins, toute la partie mécanique qui nous permet en fait de ramener quand même ça à une espèce de magie où oui, ce sont les personnes qui le manipulent parce que ce n'est pas un robot, il ne fonctionne pas tout seul. Nous, il nous faut au moins 5 personnes pour le manipuler. C'est ça le mélange derrière, c'est aussi l'humain qui vient souffler la vie à la machine. Donc, c'est un doux mélange, une recette un peu particulière qui fait que le public, en fait, se prend à rêver à devenir soit machiniste, soit voyager à bord, soit peut-être voir le dragon comme une figure réelle. On a tous un rapport un peu différent grâce à ça. Donc, c'est propre à chacun, finalement, tant de voir la machine ou de voir l'animal. Et est-ce qu'il crache du feu? Ça, c'est la question que tout le monde me pose et qu'on montre très peu parce que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc, comme on est un peu, comme chez toi, on parle beaucoup de com, c'est l'élément que je montre le moins parce que c'est vraiment l'effet, je vais utiliser le terme que tout le monde dit, et je sais qu'il est bien décrié parmi mes confrères qui ont parlé chez toi, c'est l'effet waouh. Hein. C'est le visiteur qui vient sur place et qui voit
témoin de la flamme du dragon. Oui, il crache des flammes, il crache du feu, et à longueur variable, hein. Il est capable de la petite flamiche de je viens de me réveiller jusqu'au blast tonitruant de je suis pas content, hein. Il est capable de beaucoup de choses. D'accord. Et il a un nom, ce dragon? Le dragon de Calais, tout simplement. Petite philosophie de François, c'est-à-dire qu'il ne nomme pas ses machines. Pourquoi, encore une fois? C'est pour que tu puisses te faire ton lien avec la machine. Donc on a plein de gens qui nous soumettent les surnoms plus loufoques les uns que les autres, mais qui sont tous adorables à chaque fois. Celui qui revient souvent chez les fans, en tout cas, c'est Peluche. Pourquoi, je sais pas vraiment. Alors qu'il est plutôt colossal et un petit peu effrayant par moment. Mais c'est Peluche, donc peut-être que ça révèle aussi le côté attendrissant d'un peu un retour en enfance qu'on a tous quand on est devant. Il mesure combien de hauteur, que les auditrices auditeurs comprennent bien? Parce que Peluche, très honnêtement, je trouve ça surprenant, mais je pense que c'est le côté justement d'envie de le câliner. Mais il mesure combien? 30 mètres, 40 mètres de haut? Alors il fait 25 mètres de long. Alors déjà ça c'est un sacré gabarit, donc tu imagines déjà mouvoir à 25 mètres de long dans la ville, c'est un peu un défi, et il fait 10 à 12 mètres de haut selon la position du dragon, donc c'est un gros gabarit, et ailes déployées, parce qu'il déploie ses ailes aussi, 17 mètres et demi d'envergure, donc c'est un gros bestiau, il a bien mangé. Exactement, c'est une belle bête, et comprenez-le encore une fois, chers auditrices et auditeurs, c'est que le dragon se balade dans la ville. Oui, le théâtre urbain, c'est une expression qui nous est chère. On se déplace et on interagit vraiment avec le milieu urbain, les usagers de la route, et particulièrement à Calais, qui est original dans le format de François, c'est qu'on est en bord de mer, on est à même la plage. D'accord. Alors justement, ton job de directeur marketing et communication, tu es à Calais XXL, donc finalement c'est quoi? C'est l'office du tourisme / la plateforme d'attractivité, ce nom de Calais XXL? T'as tout compris. L'office du tourisme s'appelait Calais Côte d'Opale jusqu'à il y a 1 an, qui avait fonction vraiment physique, hein, un lieu d'accueil du public. Et on est passé en logique plus de destination, où c'est une marque qui est partagée avec d'autres compétences, avec l'agglomération bientôt aussi, sur l'attractivité résidentielle. Là, effectivement, moi, côté Calais XXL, entre guillemets, tourisme, c'est toute la structure office du tourisme et promotion du territoire, à l'échelle des 14 communes de l'agglo. Donc c'est un sacré travail. Je sais bien que tu n'as aucune journée type, Stéphane, hein, c'est la question la plus bébête qui soit, mais ça doit être extrêmement complexe. Tu dois avoir des journées bien chargées. C'est quoi un peu ton quotidien? Parce que en fait, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, tout simplement. Donc désolé de te poser la question aussi benoîtement. Non, tu sais, il y a 1 an, je me posais cette même question. Quand il a fallu dire oui, c'est quel va être ton quotidien? Parce qu'avant, j'avais un bureau à la Compagnie Dragon, vue sur mer, ma fenêtre donne sur l'eau couleur opale, et le dragon qui va et vient toute la journée. Donc ouais, c'est pas le même quotidien. J'ai un bureau différent, un supplémentaire à l'office du tourisme qui est en cœur de ville. Donc ma journée n'est pas type. Un matin, il peut y avoir nécessité de voir l'équipe à l'office du tourisme. L'autre, c'est une visite de presse au pied du dragon. Des fois aussi, en tant que cadre dirigeant, on est aussi de garde-dragon. C'est une particularité de mon métier. Donc on suit toute la journée les voyages en dragon pour s'assurer que tout se passe bien. Donc j'ai pas vraiment de journée type, si ce n'est celle de toujours essayer de répondre à soit les équipes, que ce soit en communication, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets. J'ai une partie à l'office du tourisme qui travaille sur Calais XXL, une partie, enfin il est tout seul pour le moment, mais à la Compagnie Dragon, et essayer de mêler les deux du mieux que je peux, tout en ayant besoin de trancher pas mal de décisions à l'échelle des deux structures, parce qu'on a une particularité, c'est que chez nous, c'est 2 délégations de services publics différentes. Donc là aussi, c'est une histoire de jonglage et d'équilibre entre les deux. Tu as une équipe, tu en parlais à l'instant même, mais tu as combien de personnes sous ta coupe, si je puis m'exprimer ainsi, dans les 3 marques, à savoir Calais XXL, la Compagnie du Dragon et bien évidemment le musée? 4 personnes. 3 côté Calais XXL et musée, et une côté Compagnie Dragon qui nécessite quand même beaucoup de travail pour le dragon en lui-même. Ce qui veut dire que c'est une toute petite équipe, et c'est ne faire offense à personne en disant ça, avec un travail qui est colossal. Comment vous faites, tu vois, je mets toute ton équipe dans le même sac, si je puis m'exprimer ainsi, comment vous faites? Parce que très sincèrement, comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que c'est pas un job de bureau. Tu fais le garde-dragon. Bon, à mon avis, tu pourras mettre ça sur ton CV si un jour tu t'en vas. J'espère le plus tard possible. Mais tu pourras dire que tu auras été garde-dragon. Certains sont gardes-champêtres. Toi, tu es garde-dragon. Félicitations, Stéphane. Mais merci. Je t'en prie. Parce que ça, franchement, sur un CV, je pense que ça en jette. Mais au-delà de la plaisanterie, comment vous faites? Parce que c'est un boulot qui est colossal.
Oui, et c'est là que je suis très content d'être passé par une Lovic Agence avant, parce que c'est millimétré, c'est vraiment du métier de chef d'orchestre, parce que c'est coordonner plusieurs marques, on en a 3, c'est coordonner des temps totalement différents, puisque le Dragon va avoir plus un plan média qui va se tourner sur les vacances scolaires, hein. Je n'invente rien, c'est la base. L'activité touristique d'un élément comme celui-là, c'est très saisonnier, tandis que Calais XXL, c'est comment inventer justement la destination autour des ailes de saison et trouver des nouvelles habitudes. C'est des logiques totalement différentes et qu'on arrive à imbriquer heureusement. Et puis, comme je te le disais, en fait, on travaille tous au diapason de la promotion du territoire. Moi, je l'ai longtemps fait autour du Dragon. Aujourd'hui, j'apprends à le faire avec l'équipe à l'échelle de plus grand, plus large. Et puis ça passe aussi par l'aide du territoire, hein. Je te l'avais dit tout à l'heure, on a cette grande démarche d'attractivité où les pros et les habitants du territoire contribuent aussi à ça. Et après, nous, on a tous les éléments pour travailler et c'est du travail de délégation aussi, hein. Je me fais des journées office, je me fais des journées compagnie Dragon et je sais que les équipes, elles charbonnent, elles ont chacun un titre bien défini, ce qui aide aussi. Une chargée de contenu et de social media qui est tournée vraiment vers les réseaux sociaux, le digital et l'événementiel. Un chargé de projet web qui est dédié à tout ce qui est portail de destination, système d'information touristique. On a aussi un chargé de contenu qui fait tout ce qui est, on vient de sortir notre magazine, tout ce qui est production de ligne et ligne éditoriale. Et enfin, toute la créa. Alors, il est compte des compagnies Dragon et parfois il est amené à travailler aussi sur le tourisme quand ça déborde malheureusement. Il y a le pôle créa aussi, la côté créa que je partage avec lui parce que ça reste mon cœur de métier. Donc, j'en prends aussi un peu à ma charge. Donc, on essaie de se répartir l'ensemble de la compétence d'un pôle com, même si on est peu nombreux, effectivement. Très honnêtement, je suis admiratif parce que, en effet, passer en agence, tu le sais bien, moi j'en dirige une depuis 15 ans, nous sommes très polyvalents et on est 7 chez Maverick et on travaille comme si on était 35. Bon, ça fait partie du jeu en agence et je trouve ça très très bien. Mais quand on est chez l'annonceur, qui plus est dans le public, en communication publique et en attractivité de territoire et de tourisme, je me dis que vous devez avoir des journées de tueurs en série. J'essaye de pas laisser les équipes avoir ça, pour être honnête. Moi, ça peut beaucoup m'arriver, effectivement. Surtout sur l'année de lancement de la marque, ça a été beaucoup de temps. Je crois qu'on arrive à bien s'équilibrer, parce qu'on sait aussi dire non. On sait, j'ai une structure où j'ai une direction, heureusement, qui est à l'écoute et qui comprend la entre guillemets, «l'exercice stratégique». C'est-à-dire que on va faire des choix, on va organiser les choses, on organise un plan et on ne fait pas tout. Parce qu'en fait, le piège, c'est ça, c'est devoir tout faire tout de suite. Et je parlais du magazine. L'année dernière, on a lancé la marque, on a refondu les supports. Si on écoutait tout le monde, c'est on fait le magazine, on fait le portail web, on fait tout en même temps. Et en échelonnant correctement les choses par rapport à une stratégie qu'on établit ensemble, le magazine est sorti là, il y a une semaine. Le portail est sorti en fin d'année dernière, pas en pleine saison parce que trop de ruptures si on le fait en pleine saison. C'est vraiment du travail de planning, du rétro-planning. Et quand la direction écoute et comprend les arguments stratégiques qu'on peut mettre derrière un plan, c'est plus souple. Et puis, maintenant, la compagnie Dragon, il faut l'avouer, le Dragon ayant 6 ans, il me prend un peu moins de temps que la marque de territoire, pour être honnête, même si la tendance va s'inverser dans quelques mois, je pense. Moi, j'imagine que le Dragon, bon, vu qu'il est là depuis 6 ans et puis que c'est la rockstar, quelque part ça roule, non pas tout seul, évidemment non, hein, mais en tout cas ça roule peut-être plus simplement. Mais tu parlais à l'instant même de la direction. C'est qui les gens avec lesquels tu co-construis toute cette stratégie de communication? C'est quoi leur poste? Parce que ce ne sont pas évidemment des communicants, hein. Non, je suis en lien direct avec le directeur général et notre comité de direction. On a l'avantage d'être une entreprise de 30 personnes et de pouvoir se voir. Donc il y a pas vraiment de cloisonnement, ça permet de faire circuler assez rapidement les informations et d'avoir le lien direct avec le directeur général, ça simplifie énormément de choses et d'avoir sa confiance, puisque c'est le directeur général de la compagnie Dragon qui est aussi devenu directeur général de la structure avec Calais XXL. Donc on a des trajectoires similaires, on se comprend, on sait où sont les enjeux et on les partage. Donc c'est déjà beaucoup plus simple. Et petite nuance, tu parlais de travailler dans le public. C'est pas exactement le cas parce qu'en fait, on est une SPL,
une société publique locale. Donc, je suis salarié, on est tous salariés et nos actionnaires sont 2, il en faut au minimum 2 pour faire une SPL. La ville de Calais et l'agglo sont nos actionnaires publics. Donc, ça permet d'avoir aussi cette espèce de travail où on ne produit pas au jour même, on établit une stratégie, on doit rendre des comptes après dans le cadre de délégation de services publics. Donc, ça permet de s'aménager aussi la possibilité de construire les choses sur un temps plus long et de prouver ses résultats régulièrement. Et donc, on n'est pas sur un temps où il faut justifier assez vite d'une visibilité, d'un résultat, parfois où on peut, je l'entends souvent dans tes épisodes, peut-être de l'ego qui entre en jeu. Là, l'avantage, c'est que on est tous salariés, on bosse pour l'entreprise et on bosse pour un résultat, surtout pour le visiteur, en définitive. Eh bien, merci de cette précision, parce que c'est la première fois que j'entends parler de SPL, donc Société Publique Locale, je ne savais pas ce que c'était. Ma main à couper qu'il y a plein de gens qui écoutent le décodeur qui ne le savent pas. Et ça veut dire que tu n'as pas toutes ces problématiques de gens qui travaillent dans la com publique, que j'adore à titre personnel, et que quelque part, vous êtes, entre guillemets, un peu indépendant. En tout cas, vous êtes plus libre de vos mouvements, je suppose. Oui, ça va de pair, effectivement, le fait de pouvoir construire et rendre un résultat, parce qu'on fait un rapport d'activité, donc Oui. c'est le terme est très juste, c'est libérateur, parce qu'on peut se tromper, effectivement, mais par contre, ça laisse la liberté de pouvoir se tromper. C'est-à-dire qu'on essaye, on tâtonne, on monte des plans, on monte des stratégies, on fait des ciblages. On a le temps de faire ça, alors je sais qu'effectivement, je travaille beaucoup avec mes collègues de la ville de Calais notamment, et je sais que parfois, le temps dévolu au ciblage, à la stratégie, des fois, est très, très, très aminci. On n'a pas vraiment le temps. Alors, c'est plus la recherche d'efficacité parce qu'on court après le temps. Nous, effectivement, on n'a pas cette problématique. Si on n'a pas le temps, on repousse, on décale et le plan, en fait, s'ajuste au fur et à mesure. Donc finalement, c'est tout bénef pour toi, pour tes équipes, malgré l'énorme charge de travail que vous avez. Il faut aussi le rappeler. Donc je suis d'autant plus heureux et en plus, tu t'entends très bien avec ton DG puisque vous vous êtes suivis. Enfin, en tout cas, vous avez une trajectoire parallèle. Tu disais que justement, ta direction comprenait très bien la communication. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi, si tant est qu'il fallait le faire, à convaincre ta direction que la communication était absolument stratégique ? Et très concrètement, c'est quoi ? C'est des rendez-vous réguliers que tu fais. Tu as dû porter un petit peu ton bâton de pèlerin ou de maréchal de la com au début. Comment ça s'est passé, Stéphane ? Parce que je mets ma main à couper qu'il y a énormément d'auditrices et d'auditeurs qui se disent comment est-ce que je peux tout simplement être respecté par ma direction, quand bien même siégerais-je dans un COMEX de très grosse World Company. Comment toi tu as fait, Stéphane ? C'est intéressant ça. Je te le dis tout de suite, c'est compliqué. Et il y a une part de chance aussi dans l'histoire. Parce que j'ai quelqu'un qui fait confiance, énormément confiance. En fait, il le dit de lui-même régulièrement, c'est moi je sais pas le faire. Donc je vois pas pourquoi je m'embêterais à mettre des bâtons dans les roues. C'est toi qui sais le faire. Ça c'est un premier terrain qui aide quand même parce qu'il est davantage à l'écoute. Après, il y a des moments où ça reste compliqué et où comme partout, je pense, et ça résonnera chez tout le monde, la com, c'est toujours le truc un peu facile à faire. Oui, mais bon, le petit machin à faire en dernière minute. Et puis, quand on a la pression d'un élu qui arrive d'un côté, oui, tu peux pas faire en sorte que... Et là, il faut pas lâcher. Et pour être tout à fait précis, je suis rentré en tant que chargé de com à la compagnie Dragon, sachant très bien et pertinemment que la description du poste n'était pas du tout celle d'un chargé de com. Et que je m'étais dit, on se reverra au bout d'un an pour voir autour de la table. Et effectivement, très, 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 très vite, on est repassé dans des responsabilités d'intégration au CODIR, etc. Parce qu'au départ, mon patron vient aussi d'une autre région. Et lui aussi a construit brique par brique le fonctionnement de l'entreprise. Et très vite, on a repris ensemble ce format où, puisque l'image de marque était primordiale dans le projet, je remets en contexte, c'est la compagnie Dragon, dans un contexte médiatique qui était pas évident, il y avait de gros enjeux. Donc la com, entre guillemets, elle était vraiment mise au devant du travail. Et je pense que c'est ce travail où au début on était 4 dans la société qui a facilité tout le travail de pédagogie que j'ai pu avoir, de lui faire part de toute la stratégie, parce que monter la com autour d'une marque Compagnie Dragon qui n'existe pas, un enjeu touristique, parce que le Dragon colossal, il faut que les visiteurs viennent le voir tout au long de l'année, ça demande une visibilité très particulière que je lui ai amené des parcs d'attraction, d'où je viens. Et c'est cette histoire de confiance, de pédagogie, d'explication, de beaucoup de non
aussi. Parce que lui vient du tourisme, mais plus du côté destination. Il a travaillé en Loire-Atlantique, sur la presqu'île de Guérande. Nos 2 univers étaient plutôt différents, même si on était dans le tourisme. Et c'est l'application de recettes éprouvées avec des chiffres que je pouvais lui amener d'expériences passées qui font que je pense la pédagogie fonctionne. C'est beaucoup de pédagogie et beaucoup de non au final pour gagner les lettres de noblesse du métier de communicant où on te laisse faire. Là maintenant on propose le plan annuel, le plan média annuel et il y a presque plus de discussion ou si ce n'est juste sur le budget, mais ça c'est comme dans toute entreprise. Fin de la première partie en compagnie de Stéphane. Il reviendra très très vite pour vous parler plus particulièrement d'attractivité du territoire, mais il vous donnera également ses excellents conseils de carrière.